sommes mercredi, mesdames et messieurs. Nous sommes chez vous pour Web Presse. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler de trois grands thèmes. Nous allons parler des états généraux de la justice, en tout cas ouvert par le chef de l'État. Nous allons parler de la situation à l'est de la République démocratique du Congo et nous allons terminer par les coupes drastiques au gouvernement. Aujourd'hui, je suis avec Pascal Owonje de Canal Kin Télévision. Bonjour Pascal. Bonjour Paulette. Je sais que CKTV n'aimait toujours pas, mais comme nous basculons tous dans la TNT d'ici là, et ben, j'espère qu'on se retrouvera peut-être dans un des bouquets ou ailleurs. Mais je crois que ça va aller, hein. Nous l'espérons. Il faut toujours de l'espoir. Sans espoir, sinon il n'y a pas de lumière à l'horizon. Je suis avec Fidèle Moussangou du Phare. Bonjour Fidèle. Bonjour Paulette. Il m'a dit que le Phare, c'est déjà 30 ans. Moi qui croyais que c'était 20, mais c'est déjà 30 ans. Donc c'est un journal vraiment de référence. Non. Moi, je viens de faire 30 ans dans la profession. Dans la profession. Mais le Phare est né en 1983. Oui, c'est déjà... C'est plus de 30 ans. 22, je crois. Plus 83. C'est plus de 30 ans. 83 plus. 83, c'est 32 ans d'ailleurs. Nous sommes le plus ancien quotidien. 32 ans. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est vraiment... Nous un journal de référence à Kinshasa. Et je vais terminer par John Lungila de Congo Télévision. Bonjour John. Bonjour Paulette. Je sais que Table Ronde, ça va. Oui, ça va. C'est une des émissions phares de Congo Web Télévision où il reçoit en tout cas des invités avec plusieurs sons de cloche. Nous allons parler des états généraux. Comme vous le savez, Kabila a dit pour le justifiable est largement insatisfait de la manière dont la justice fonctionne et de la manière dont elle est rendue, dixit le chef de l'État. Alors, Pascal Owonje, pour vous, comme l'a dit une fois, hein, lors d'une émission assez houleuse ici au plateau, est-ce que vous croyez à la justice de notre pays? Est-ce que notre justice est-elle crédible, comme l'aurait demandé Barbara Nzimbe? Elle n'est pas crédible. Nous, à ce qui nous concerne, nous avons toujours considéré que le pays va mal, même très mal si vous voulez, et il va très mal simplement parce que la justice ne fonctionne pas très bien. Alors, la justice ne fonctionne pas très bien, et pourquoi elle ne fonctionne pas très bien? Ce sont des questions que nous pouvons nous poser. Mais sinon, je fais une analyse personnelle. Je prends l'exemple des universités que moi je connais, et très précisément l'université de Kinshasa où nous avons étudié, ensemble avec les amis qui faisaient le droit, et je vois, du moins à notre génération, en tout cas des capacités que l'État pouvait en tout cas trouver d'intérêt à... Genre pépinière, c'est vraiment une pépinière. Et si je vois l'université de Kinshasa ainsi, je peux considérer l'université de Lubumbashi, pourquoi pas, Kisangani. Aujourd'hui, nous avons les instituts supérieurs où on forme les juristes, les universités. Bon, la formation, est-ce qu'elle est normale pour que finalement on ait aussi des conséquences? Ça, c'est autre chose. Mais lorsqu'ils sont sur terrain, pourquoi ces juristes finalement développent, entre guillemets, ce qu'on a considéré dans les États, on appelle généraux, les États généraux, comme antivaleurs. Et j'estime que c'est parce qu'ils sont entrés dans un système également qui favorise les antivaleurs. Alors, ce système, c'est quoi? C'est pratiquement comme antivaleur, comme l'impunité. Mais justement, le système, c'est quoi? C'est le régime actuel. Et vous verrez, et ce qui est bien, ce qui est mauvais, considéré comme bien. Et maintenant qu'on a renversé les valeurs, les antivaleurs dans une société considérées comme des valeurs, il ne faut pas à ce moment-là incomber la faute simplement, n'est-ce pas, à l'appareil judiciaire. Mais les politiques qui conçoivent quand même, n'est-ce pas, le plan de la gestion de l'État ou du fonctionnement de l'État et également n'ont pas une bonne perception du fonctionnement de l'État. Conséquence aujourd'hui, même la justice pose problème. Donc, avant que les politiques incombent la faute, n'est-ce pas, à l'espace judiciaire, mais je crois qu'ils devraient eux-mêmes s'incomber la faute, c'est dire, depuis que nous sommes au pouvoir, on n'a pas su, en tout cas, favoriser les valeurs au pays. Et conséquences, voilà ce qu'on a. Parce qu'il suffit seulement d'observer dans les entreprises, même dans les ministères. Vous verrez, un ministre qui entre pratiquement main vide, il sort totalement riche. Mais il est laissé, en tout cas, impuni comme ça. À ce moment-là, vous voulez que la justice récupère directement? Mais non, oui, ça peut être vrai. Mais en même temps, vous qui aviez travaillé avec lui, vous auriez dû également lui faire remarquer là où les choses ne marchaient pas très bien. Autant de constats malheureux, mais vous laissez, en tout cas, impunis ces constats. Pourquoi, vous êtes un fait limier, Fidèle Moussangou, pourquoi les États généraux maintenant?
Pourquoi ça se tient maintenant, les États généraux de la justice? Écoutez, je crois qu'on a perdu du temps ou bien pour se taire. Kabila n'aurait pas jamais dû aller là-bas. Parce qu'il est le premier concerné. C'est lui qui entretient l'impunité. C'est lui, pas quelqu'un d'autre. Parce que chaque fois qu'il y a un cas, il s'est dit, magistrat suprême, d'après la Constitution. Tous les jugements et arrêts sont rendus à son nom. Et lui, il a le droit. Mais il n'est pas omniscient. Il n'est pas omniscient. Non, non, maman. Il y a des cas graves, ridicules, scandaleux. Il est au courant, il ne réagit pas. Par exemple, les injures sur tous les jours, sous les autres membres de la communauté congolaise, il devait intervenir. D'autorité. Quelle injure, par exemple? Oh, mais suivez la télévision. Suivez la télévision. Quand c'est quelqu'un de l'opposition qui fait ça, il est immédiatement arrêté et transféré à Makala. Rappelez-vous le cas Mokia. Il a fait 3 ans en prison pour rien. Et pourtant, l'homme avec lequel ils se sont donné des coups, il est libre. On s'en est pris à lui. 3 ans en prison. 3 ans de liberté bloquée. Moi, j'ai le cas de ma grande sœur. Sa villa est occupée par un membre, une femme membre du PPRD, depuis 2004. Ça fait 11 ans. Il y a un arrêt de la cour d'appel réclamant les déguerpis de cette femme-là. Non. Chaque fois qu'on veut déguerpir, un ministre intervient. Kabila connaît ce problème. Parce que nous lui avons écrit. Et moi j'ai écrit combien de papiers là-dessus. Le pouvoir, c'est vrai que... L'impunité, c'est le régime. On incrimine tout le temps le chef de l'État, mais il n'est pas omniscient, il ne peut pas tout faire. Non. Il y a des gens qui sont mis là pour l'aider dans ce travail. Si ces gens-là ne travaillent pas, pourquoi toute cette faute doit incomber? Il y a un scandale, je vous donne un scandale dans la maison de ma grande sœur, depuis 2004, occupé par une femme, membre du PPRD. La cour d'appel s'est prononcée, a fait un arrêt. La femme est toujours là-bas. Il utilise la présidence de la République. Joseph Kabila est au courant. Deuxième élément, je vous parle par exemple des injures tous les jours, des menaces, diffamations sous les autres membres de la communauté congolaise, par les membres du pouvoir. La justice est à la botte du pouvoir politique actuel. Un point très. Regardez, des jugements uniques. Vous avez le cas Koutido. 9 ans en prison, pour rien. Vous avez Eugène Diongala. Il est condamné pour rien. Pour rien. Mais c'était un dossier vide. Jusque-là en prison, vide. Vous comprenez? Le dossier est vide, il n'y a rien. Maman, le viol est une infraction instantanée. On a monté une histoire, on a fait un montage grossier, idiot. Il est privé de sa liberté. Parce qu'il est opposant. Coutinho a fait 9 ans en prison. Il en est sorti malade, presque mourant. Regardez le bâtonnier Mouyambo. Le dossier est vide. Vano Kibako. Le dossier est vide. Ils sont là. Et le juge, ils ne sont même pas présentés devant le juge. Vous avez les activistes de la on appelle le Filimbi là. Hein? Arrêtez des jeunes gens comme ça motive à l'homme. On était des terroristes. Mais leurs homologues sénégalais et burkinabés qui sont venus, on les a relâchés. Parce que leur pays est menacé. Les autres sont en prison. On veut des présents. Bon, Christopher Ngoy, on est incapable d'étaler ce que Christopher Ngoy a fait. Mais ils sont en prison. Alors, si Kabila parlait comme je dis, bon, enfin, il a perdu une occasion de se taire, c'est tout. Oui, John Lingila, c'est vrai que Kabila est le magistrat suprême, mais moi je me pose en tant qu'intellectuel, je ne sais pas, est-ce que toute la faute doit incomber à Joseph Kabila aujourd'hui? Parce qu'il a quand même des gens qui l'aident, il a des conseils, il y a des magistrats, il y a des juges. Toute la faute aujourd'hui c'est à Joseph Kabila? Moi je dis non, ma réponse elle est claire et directe. Je dis non, c'est pas le chef de l'État qui est responsable si un magistrat au tripé d'Ngalé rend un jugement injuste vis-à-vis d'un citoyen. On ne va pas dire que c'est le chef de l'État qui l'a envoyé ou le chef de l'État est au courant. Moi-même qui vous parle, j'ai été à 2 fois victime d'un jugement injuste au tripé d'Ngalema. Mais je ne peux pas conclure si vite et facile que voilà, c'est le chef de l'État. Voilà, c'est la justice et le Congo. La personne qui l'a rendu, je connais. Il a bouffé, oui, il a été corrompu. Mais est-ce que le chef de l'État doit être responsable de ses actes? Voilà pourquoi on a convoqué les États généraux de la justice. Parce qu'ici, on se plaint. On dit la justice n'est pas crédible, la justice elle est malade. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut résoudre le problème, il faut remédier. Mais comment y remédier? Pas dans la rue, pas en désordre. Voilà pourquoi on a initié ces assises. C'est pour identifier les maux qui rongent notre justice. Parce que nous nous plaignons, nous tous nous nous plaignons. Tout le monde.
Et même le chef de l'État, hein, le voilà. premier magistrat. Ici, j'ai dit, je salue son courage parce qu'il a au moins prouvé qu'il est au courant de tout. Il connaît, il connaît les mots qui rongent la justice, mais un bon père, c'est celui qui sait, j'ai dit, sanctionner. Sanctionner pas pour faire du mal, mais sanctionner pour que l'enfant ne revienne plus aux mêmes erreurs. Je crois que c'est ce que Joseph Kabila a fait. Il voulait mettre chacun devant ses responsabilités. En 2016, il va partir, il sera plus président de la République, mais la justice congolaise va continuer à fonctionner. Il va quand même pas laisser au pays une justice, voilà, par exemple. Et c'est le travail qu'il est en train de faire. On ne va pas lui en vouloir pour ça, s'il reconnaît qu'il y a des faiblesses, s'il reconnaît qu'il y a des choses qu'il faudrait corriger, il est dit ouvertement, moi j'ai du courage, c'est pas pour la première fois. Il a reconnu devant tout le monde qu'il y a eu des fautes, il y a eu des erreurs aux élections de 2011. Il fallait corriger, il avait reconnu. Et donc c'est dans ses habitudes, quand le chef de l'État le reconnaît, je dis que le Congo n'est pas... Le Congo se porte peut-être bien, le Congo il est peut-être malade. Madame, vous et moi on est ici, on est en bonne santé, mais on a des problèmes. C'est aussi le cas pour le Congo. Le Congo se porte bien, il est vrai que le Congo va bien, mais il a des problèmes, mais ce sont des problèmes qu'il faut résoudre. Avec de la volonté politique. Le plus important, vous avez vu le chef de l'État inaugurer le nouveau palais de la justice, vous avez vu le chef de l'État mettre en place la Cour constitutionnelle, installer ses membres. Aujourd'hui, il y a des états généraux de la justice dans notre pays. Ça veut dire qu'il y a une volonté de vouloir bien faire. Il faut donner toutes les chances à notre justice et continuer à croire à notre justice. Nous prenons le deuxième thème, mesdames et messieurs. Nous nous envolons vers l'Est. Cet Est de la République, Pascal Ondje, on en parle et on en parlera toujours. En tout cas, cette fois-ci, la référence nous dit « Nouvelle rébellion de M23 sous couvert d'un mouvement chrétien ». Le phare, je crois qu'avait déjà titré sur ça, « La République démocratique du Congo sous la menace de Turquoise PIS ». Il y a plusieurs journaux, hein, en tout cas, qui ont titré sur l'Est. Vraiment, Pascal Ondje, cet Est-là n'aura jamais de répit. La partie Est de la République. Oui, justement parce que ce qui arrive aujourd'hui, c'est la conséquence de ce qui se passe au Burundi aujourd'hui. En tout cas, il y a un bon nombre de personnes qui a, n'est-ce pas, intégré la République. Bon, de quelle manière? Est-ce que c'est avec la volonté des autorités congolaises? C'est la question qu'on peut se poser. Mais j'aurais voulu que je commence l'analyse par le Burundi. Et je ferai une étude comparative. Je prends la République du Congo et la République démocratique du Congo également. Au Burundi, il y a un chef de l'État qui est fait mandat à la République démocratique du Congo et à la République du Congo. Et dans la majorité, au Burundi, il y a eu les frondeurs. En République démocratique du Congo, il y a eu les frondeurs. En République du Congo, il y a eu les frondeurs. Au Burundi, il y a eu les injonctions de la communauté internationale, les rappelant au président de pouvoir leur respecter la condition également, l'accord d'Arusha. En République démocratique du Congo, autant, et en République du Congo, ainsi. Mais aujourd'hui, des suppositions, Kabila n'a jamais mais aujourd'hui, d'accord. Il ne faut pas prêter des intentions au chef de l'État. Je fais les analyses. Okay. Parce que vous avez toujours dit, c'est là où je vous apprécie souvent, quand vous dites que je reçois les intelligences de mon pays. Okay. Alors acceptez que les intelligences maintenant fassent les analyses. Alors maintenant, le chef de l'État burundais fait mandat. Curieusement, il dit, je vais avoir un troisième mandat, et c'est sa majorité qui l'accorde ce troisième mandat aujourd'hui. Alors, finalement, l'opposition s'oppose, il y a des désordres au Burundi. Désordres au Burundi, conséquence, il y a les entrées au Rwanda, les entrées en République démocratique du Congo. On compare à ce que nous avions connu au Zaïre et en 1994. Et donc, là, la responsabilité directement, c'est à la communauté internationale. Parce que le cas Burundi, c'est comme un ballon d'essai pour les autres pays, dont leurs chefs d'État sont fait mandat. Et qui ont, à un certain moment, développé des ambitions de bénéficier d'un troisième mandat. Ici, nous voyons directement la République du Congo avec ses sous-réseaux. Vous avez suivi même son fils. Alors, si la communauté internationale... Qu'est-ce que son fils a dit? Ah, mais... C'est Christelle Sassou? Oui. Oui, je crois. C'est là, il a bien voulu que son père bénéficie d'un troisième mandat. Alors, si la communauté internationale n'ouvrait pas un bon œil pour interdire son ballon d'essai au Burundi, c'est que dans d'autres pays, on risquerait maintenant d'emboîter les pattes, dire, bon voilà, comme l'autre a pu bénéficier, un troisième mandat, nous aussi nous pouvons en bénéficier, parce que la communauté internationale a été impuissante. On ne voit pas pourquoi elle fera la politique de 2 poids 2 mesures pour Burundi, pas de problème pour les autres pays, alors on s'oppose. Non, voilà, c'est le temps aujourd'hui de taper sur la table, dire on doit respecter la Constitution, on doit respecter les textes,
Parce que le problème ici, c'est le respect des textes. Quand vous prenez au Burundi, l'accord d'Arusha souffre. Mais à Burundi, ça veut dire que son premier mandat, il a été élu au suffrage indirect. Alors cette fois-ci, il a été élu au suffrage direct. Donc il a droit à un deuxième mandat au suffrage direct. Cet argument n'est pas pertinent parce qu'il a été au moins élu. Les députés ont été élus par la population et au deuxième niveau, il n'y a pas de problème qu'il soit considéré comme un élu. Il a été élu, il a bénéficié de son mandat. Et donc, ce qui se passe au Burundi doit, au jour d'aujourd'hui, en tout cas, éveiller les consciences des Congolais, ici, également des citoyens d'autres pays, pour qu'ils soient plus vigilants sur comment poser comme acte lorsque il y aura manifestation de la volonté de celui-là qui voudra bénéficier d'un troisième mandat. Au Burundi, aujourd'hui, des conséquences sont sérieuses. Aujourd'hui, peut-être parce que nous n'avons pas les images directement, parce que il y a eu on a coupure coupé, du net, donc on ne peut même plus avoir mais ce qui se passe au Burundi, c'est trop sérieux. Et je crois que nous devons, au jour d'aujourd'hui, étant donné que nous acceptons la démocratie, éviter des cas comme ça. On doit respecter les textes. Chez nous, il faudrait qu'on respecte la déclaration de Nairobi, qu'on respecte l'accord cadre, qu'on respecte également la condition. Dès lors que l'accord cadre, jusqu'au jour d'aujourd'hui, souffre de son application, également la déclaration de Nairobi, Paulette, je vous l'ai dit aujourd'hui, les conséquences nous poursuivront. Fidèle Moussa, vous avez dit dans votre journal, la RDC sous la menace de turquoise bis. Rappelez-nous un peu ce qui s'est passé sur cette opération-là. C'était quand on a ouvert le corridor pour accueillir les Rwandais après l'assassinat d'Abiyarimana. Non, il y a eu d'abord l'explosion, d'abord l'abattage de l'avion du président Abiyarimana, qui est l'élément déclencheur du génocide. Les Hutus se sont fâchés et la Bachette a joué son rôle. Les miliciens Interahamwe ont commencé à exécuter les Hutus et les Tutsis et les Hutus. Et même ce qu'on découvre maintenant, les extrémistes Tutsis ont aussi exécuté les Hutus et les Tutsis. Malheureusement, c'est la radio 1000 collines animée par les Hutus qui a été l'élément de preuve que c'est une affaire de Hutus. Non, c'est les deux qui se sont entretués, entrebouffés comme maintenant. Et il y a eu, la France est intervenue pour sauver. Alors, on a essayé de bloquer, de protéger des gens quelque part. Opération turquoise, qui a tourné coup parce que la France, qui était à l'époque dans la cohabitation, n'a pas respecté sa parole. Et voilà ce qui est arrivé. Maintenant, ici, chez nous, c'est quoi? C'est que des troubles au Burundi. Jusqu'avant-hier, il y avait 2800 Burundais. Aujourd'hui, on parle de plus de 20 000 qui ont traversé. La plaine d'Aruzi, ils vont à pied. Ceux qui traversent avec la pirogue, qui vont dans le sud, qui vont dans les Fizi, là où est né Kabila, José Kabila. Et à Bouvira, les vagues viennent. Parce que les gens ont peur de quoi? Les gens disent non, le Nkurunziza est en train de prendre les jeunes gens pour en faire des miliciens. Vous voyez? Alors, la conséquence, c'est que, comme d'habitude, Kinshasa... qui va payer le pot cassé. Oui, mais Kinshasa est complice. Kinshasa se tait. Il n'y a qu'une action d'envergure. Que doit faire Kinshasa? Mais taper sur la table. Taper sur la table. Non, taper sur la table. Pourquoi est-ce qu'ils viennent au Congo et ne vont pas ailleurs? Ah, pourquoi le grand nombre de Hutus sont venus au Congo et ne pas en Tanzanie ou en Ouganda? Parce qu'ici, c'est le ventre mou, la complicité. Mobutu était complice. D'une manière passive. Ici, on est complice d'une manière passive et active. Parce que regardez, la solution des Grands Lacs passe par une fermeté de Kinshasa pour désigner les coupables, les promoteurs, ceux qui provoquent ces histoires. Il faut désigner et les désigner devant les instances judiciaires internationales. C'est ce qui mettra fin à cette histoire. Parce qu'il y a des gens qui s'amusent là, qui allient à campagne. Regardez. Pourquoi est-ce que la guerre vient tout à l'Est? C'est des rebelles ougandais? Non, ce n'est pas des rebelles. C'est des commandos ougandais qui viennent tuer les gens. Donc, entretenir la guerre pour continuer à piller les richesses. Comme au Rwanda, M23, ça a commencé par AFDEL, qui est une escroquerie. RCD, une escroquerie. M23, CNDP. Oui. Non, écoutez, maintenant à l'Est, du côté là-bas, bon, alors Kinshasa ne dit rien, c'était. Kinshasa se tait. Kinshasa est complice, actif et passif, comme Mobutu l'a été.
Oui. John Longila, il y a une nouvelle rébellion qui pointe à l'horizon. Ça se fait appeler le Mouvement chrétien pour la reconstruction du Congo. Alors, on est en train... Vraiment, l'histoire ne nous apprend rien. On est en train de revivre la même chose à l'Est. Cette fois-ci, ça sera une autre rébellion. On va se mettre encore autour d'une table. On va leur accorder encore d'amnistie. Et voilà. Ça sera toujours la même chose. Que doit-on faire vraiment en tant que d'intelligence de mon pays, John Longila, pour casser une fois pour tout ce cycle de violence? Merci beaucoup, Madame Paulette, pour la question. Permettez-moi de rappeler, ou sinon d'informer à messieurs fidèles que le Congo a déjà réagi. Qu'est-ce que le Congo a réagi par rapport aux événements qui se passent à Burundi. Il y a une lettre de l'ambassade, de notre ambassade sur place qui a défini les comportements ou l'attitude que doivent adopter les Congolais qui sont sur place. Et je crois que même chez vous, si ça brûle chez vous, les enfants, le tout premier réflexe, ils vont prendre fuite, ils iront chez le voisin, soit de gauche ou de droite, avant qu'ils fassent recours à la tante ou à l'oncle qui habite un peu Massy, plus loin que vous. Donc aujourd'hui, si les Burundais viennent au Congo, ils fuient les désordres qu'il y a chez eux, c'est tout à fait normal, et surtout que ce sont nos voisins, nos frères, on ne peut pas les refuser. Si ça nous arrivait aussi, ça serait aussi la même chose. Je crois qu'il y a des déplacés, il y a des réfugiés congolais qui séjournent aussi dans des pays voisins. Par rapport à la question du Burundi, je voulais aussi rappeler, pour moi en tout cas, je ne vois pas la complicité de la RDC. À quel niveau? En tout cas, je ne le vois pas. Parce que, pour une fois, le peuple africain prouve à la communauté internationale et même aux politiciens mal intentionnés, occidentalisés, que nous sommes encore conscients de nos responsabilités et on sait agir au moment opportun. On a vu ici, les 19, le 20, le 21, les Congolais et les Quinois ont fait l'essentiel pour dire non à une démarche qu'ils ne voulaient pas approuver. Et la réaction du gouvernement n'avait pas tardé. Ça veut dire qu'au Congo, nous savons résoudre nos problèmes. Même quand ça brûle, on sait toujours revenir à l'intérêt général qui est le Congo, qui n'est pas l'intérêt individuel. Par rapport à la guerre de l'Est, je crois que j'ai suivi encore ce matin le Julien Paluku qui a confirmé, qui a rappelé la menace terroriste dans le Kivu, et il a voulu même aller au-delà de l'opinion nationale pour interpeller la communauté internationale parce que ces terroristes vont menacer même la paix dans la sous-région. C'est ici que je voulais revenir sur l'accord cadre d'Addis Abeba. Il est vrai que la dernière évaluation a été vraiment décevante. Et ici, la responsabilité de la MONUSCO. Parce que autrefois, quand il y a eu entrée des troupes rwandaises au Kivu, c'est la population, c'est la société civile qui a dénoncé. Alors que nous savons qu'au Kivu, c'est un lieu où il y a beaucoup plus une forte concentration de l'armée, que ce soit de la MONUSCO ou des FARDC, même en équipement, en logistique. Mais on ne sait pas comprendre comment la brigade spéciale d'intervention, comment la MONUSCO avait autant de logistique, d'équipements qu'elle dispose, elle n'arrive pas à nous prévenir, elle n'arrive pas à nous informer, parce que c'est elle qui dispose des drones, c'est elle qui dispose des matériels qu'il faut. Et aujourd'hui, moi je crois qu'on n'est pas surpris. C'est le moment. C'est pourquoi moi je donne raison. Je demande même au chef de l'État de camper sur sa position, de ne plus renoncer au soutien de la MONUSCO. Je crois qu'on n'a plus besoin de ça parce que ça ne nous apporte absolument rien. Nous avons encore de menaces pour une fois de plus, alors que nous avons avec nous quelqu'un qui est venu pour nous aider pour faire ce travail-là. Et si elle ne le fait pas, je crois qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui de garder la MONUSCO en RDC, elle doit partir. Voilà, donc le palmarès a dit afflux de réfugiés au Sud Kivu, la RDC est de nouveau en danger. Donc la RDC, en tout cas en quelques mots, hein, c'est vraiment le maillot faible des pays de la sous-région. C'est ça le problème? Parce que notre grand cœur, notre hospitalité légendaire, ça nous cause toujours des problèmes aujourd'hui. C'est bien beau d'accueillir des frères qui sont dans le problème, mais quand c'est nous, on ne renvoie pas toujours l'ascenseur. Hein? Je pense que mon regard va m'accuser. Est-ce que j'affirme que nous sommes le maillon faible de l'Afrique centrale? Bon, je pense que les observateurs m'ont compris. Mais simplement, il faut comprendre que nous avons un problème de dirigeants. En tout cas, ça, je vous le dis à cœur ouvert. On a un problème de dirigeants. Nous sommes un grand pays. Parfois, on ne sait pas prendre des décisions sérieuses. On ne sait pas monter au créneau pour faire peur également à nos voisins. Nous nous contentons de positions pas
trop clair. Trop diplomatique, Alors, ça, selon vous? ce n'est pas du tout très bien. Je ne suis pas d'accord avec mon confrère lorsqu'il évoque la question de la MONUSCO. Mais qu'est-ce que vous voulez que la MONUSCO fasse? Elle nous aide à tout point de vue. Mais à un certain moment, en tout cas, parce que qu'est-ce qu'on n'entend pas? On est souverain. Mais nous sommes souverains, pourquoi aujourd'hui on vient encore que la MONUSCO nous aide? Mais sinon, je dois vous avouer que la MONUSCO nous aide toujours. La question des FDLR, c'est ici que nous avions débattu la fois passée, où lorsqu'il y avait plutôt problème entre le gouvernement et la MONUSCO, la raison de la MONUSCO était fondée. Lorsqu'elle avait estimé qu'il y avait 2 généraux qui posaient problème. Est-ce que pour ça, même lorsqu'il fallait prendre la déclaration, enfin, la résolution 2098, dans sa disposition 15, c'est noir sur blanc, la MONUSCO ne pouvait pas coopérer avec des personnes soupçonnées avoir violé, enfin, avoir posé des actes, en tout cas, contre les droits de l'homme. C'est clair dans leur mission. Et alors, la MONUSCO, à l'époque, avait estimé que je ne peux pas. Lorsqu'il y a des problèmes à l'Est aujourd'hui, mais c'est nous qui devons commencer. Le confrère Fidèle vous a dit, lui faisait son analyse, il y a entré en République démocratique du Congo, nos autorités ne disent rien. C'est là le problème. Il y a entré, est-ce que vous aviez entendu l'autorité monter au créneau vous dire, bon, tel nombre est entré, alors on les sécurise ainsi, ils sont à tel endroit, ils vont passer autant de temps ici et finalement on va trouver solution pour eux. Vous avez entendu ça? Mais ils sont déjà au pays depuis 1-2 jours. Okay. Ce qui n'est pas normal. Nous allons prendre les actes, c'est d'abord nous qui devons les poser pour l'intérêt de notre pays, encore que nous sommes souverains. Nous allons terminer par le décret du Premier ministre. Il a dit, Matata impose désormais des coupes drastiques à ses ministres, selon le palmarès. Dans une correspondance du Premier ministre datée du 20 avril dernier à tous les membres du gouvernement, les séminaires, les forums et autres voyages de complaisance aux frais de mission planturés à charge du Trésor public ne seront plus autorisés sans les quitus de Matata, sauf les dépenses en rapport avec le fonctionnement plafonné à 15 000 $ par cabinet ministériel chaque mois et celles relatives aux rémunérations. L'objectif est de renflouer les caisses de l'État en vue de faire face aux nouvelles institutions issues du découpage territorial et des élections à venir sans bousculer l'équilibre macroéconomique. Désormais, toutes les dépenses en dehors de celles relatives aux rémunérations en fonctionnement sont soumises à la prestation du Premier ministre selon le Forum des As. C'est une bonne décision pour une fois qu'on essaie de... Non, écoutez, c'est le comportement normal d'un gouvernement. Quand vous voyez qu'il y a des dérapages, vous bloquez le dérapage. C'est ça. Non, il n'y a rien de nouveau. C'est normal, il s'est rendu compte qu'il y a trop de dépenses, il a raison d'arrêter ça. C'est le train de vie un peu trop exorbitant des ministres qui vont dans des missions inutiles. On peut demander à notre ambassadeur d'aller nous représenter ici à Tokyo, dans une histoire. Mais il y a toujours un ministre qui va aller là-bas, et il revient ici, il vous dit que vous avez apporté quoi? Oh non, vous savez, le Congo. Oh là là, ça c'est une perte de temps. Moi, je voulais revenir sur le deuxième sujet là, parce que les amis n'ont pas touché le point essentiel. On dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Tant que nous n'aurons pas une armée forte, bien équipée, tous ces petits pays de l'Est vont jouer avec nous. La MONUSCO est là pour un temps. Ce n'est pas la première fois que l'ONU intervient. Et l'ONU intervient toujours quand le pouvoir central est complice. Et cette fois-ci, ça a quand même trop duré. L'ONU n'avait pas duré aussi longtemps. Madame, 60, ici, parce que... Pourquoi cette fois-ci, ça fait presque 20 ans? Les Rwandais, les Ougandais, les Burundais ont introduit leurs complices dans les systèmes sécuritaires de l'armée et politique. Et ils jouent le jeu. Parce que, dites-moi, c'est ça le découpage là. On dit, avant le découpage, terminons d'abord avec la paix à l'Est. Faites-nous respecter par ces deux petits pays-là, ces génocidaires du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. C'est quand ils verront qu'il y a une armée. Est-ce que vous vous rappelez quand on avait une armée terrible ici? Quel est le pays africain qui joue avec Mobutu? C'est quand Mobutu a tué son armée, avec l'histoire des Anglais, que tout le monde a commencé à jouer avec nous. Mais quand il y avait une armée terrible, parce que les autres, les Belges, venaient s'entraîner à Gotakole, à Kitona. Nous avons des centres d'entraînement fantastiques. Nous avons des bases militaires pour l'OTAN. Mais nous ne les utilisons pas. Nous sommes ailleurs. Oh, Bukanganzo, oh, découpage. Maintenant, on nous a créé donc, une autre distraction avec découpage. On a dit non. Faisons tout. Allons, disent, monsieur, nous devons entraîner une armée. Et même, j'ai même proposé à un moment donné qu'on puisse, à la fin de chaque année, on dit, tous les finalistes de l'école secondaire vont au service militaire pendant 9 mois.
mais il rentre aux études, il bénéficie d'une bourse. Comme ça, nous avons des réservistes à tout moment. Et puis, les voisins sauront que, attention, même les étudiants qui sont à l'université sont des militaires formés. À tout moment, ils peuvent répondre à l'appel de la patrie. Ça ne coûte rien. Les centres d'entraînement, il y en a partout. Les instituts, nous avons les meilleurs du monde, mais on ne les utilise pas. C'est comme ça même pour la police. J'ai suivi hier, la police a besoin des moyens. Oui, la police n'a pas de moyens pour opérer. Il n'a même pas de véhicule. Vous donnez un commissariat un véhicule. Même comme Kita Mobile, comme Bandalunga. Mais ça se moquer de tout le monde. Mais si le jour où il y a 40 jeeps à Vandal pour la police, nuit et jour, les jeeps sont là-bas, c'est un élément dissuasif. Et puis, ça c'est, deuxièmement, quand on aura les matériels, de moyens d'autodéfense, par exemple les gaz lacrymogènes, vous avez les camions à eau. Mais évidemment ici, quand vous les aurez, ça va aller pour tirer sur les gens de l'UDPS. L'UDPS et de l'UNC. Et ça là, ils vont détourner ça. Mais quand il s'agit de eux, non, ils ne tirent pas, ils sont oui, John Ongila, bonne décision par rapport à ces coupes drastiques, parce que le découpage territorial, qu'on le veuille ou pas, ça se fait. Voilà, il faut vraiment garder cet équilibre macroéconomique cher à Matata Ponyo. Hein. Donc, vous comprenez sa décision Il s'est réveillé finalement, il s'est réveillé peut-être en retard, hein, je ne sais pas. C'est la fin de la récréation. Je crois qu'au départ, il y avait beaucoup de tâtonnements. On a vu Matata Ponyo un peu affaibli quand on a mis en place ces gouvernements. Les commentaires venaient de partout. Que voilà, c'est un monsieur affaibli, entouré le retour de grands faucons, et consorts. Il s'est laissé faire un peu, il a observé les choses pour voir ce que ils étaient capables de faire pour le pays, pas pour eux, pour le pays. Et aujourd'hui, je crois que c'est une bonne analyse, c'est une bonne décision. Je crois que c'est la fin de la récréation. On doit travailler pour produire. On ne doit pas travailler pour décaisser et non... s'attendre à une opération en retour. On a vu des ministres faire de missions de service, mais quand ils reviennent de mission, c'est pour nous amener encore des visiteurs. Je viens de l'Espagne, je viens de la France, j'ai rencontré des investisseurs, j'ai rencontré des messieurs. Ils viendront au Congo au mois de juillet. Mais quand ils vont venir, ça sera encore de dépenses. Ça ne sera pas pour l'investissement, mais ça sera pour dépenser encore. Je crois qu'aujourd'hui, il faut savoir ce que nous voulons et mettre l'accent sur ce qui est essentiel. Nous avons le problème de découpage. Apparemment, on est décidé à mettre en place de nouvelles provinces. Il faudra des moyens parce que ça va faciliter la bonne administration du pays et rapprocher l'administration du peuple. Je crois qu'il faudrait concentrer toutes les énergies autour de ça. Mais je voulais revenir aussi sur ce que l'aîné Fidèle a dit par rapport à la guerre de l'Est. C'est encore une invention, moi je le dis comme ça, une création de la MONUSCO parce qu'on veut nous obliger à reprendre le soutien de la MONUSCO. Moi je crois que M23, on a vu au départ, M23 au départ, il n'y avait pas de précision. On se disait ce sont des rebelles, la mutinerie et consorts, mais la finalité d'une chose nous aide à savoir l'intention qu'il y a eu au départ. Vous avez vu ce M23 être soutenu et protégé par tous nos voisins, et la MONUSCO et même les autres. Parce qu'on a signé l'accord d'Addis Abeba autour du M23. Et ils ont tous apposé leur signature. Et aujourd'hui, ces messieurs ont été protégés. La plupart d'entre eux, ils sont au Rwanda, il y a l'impunité. Il n'y a pas seulement Kabila. Même Ban Ki-moon aussi encourage l'impunité. Parce qu'il y a des éléments de M23 qui ont commis bavure, mais ils ont exigé au pays d'amnistier tous ces gens. Et pourtant, ils devaient être sanctionnés, poursuivis. Mais c'est ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui que nous renonçons à l'aide de la MONUSCO, on veut prouver au Congo que le Congo c'est un État fragile qui a encore besoin de l'aide internationale. En créant encore un autre mouvement de rébellion, en créant encore des mouvements de terrorisme, non seulement pour le Congo, mais pour la sous-région. Et là, on va dire que le Congo est incapable de respecter ses engagements consignés dans l'accord d'Addis Abeba. On va encore nous créer beaucoup d'histoires et on va nous obliger à protéger des criminels. Oui, vous voulez écoutez, il y a une chose, mon cher ami, il ne faut pas raconter des méchancetés si on est au niveau intellectuel. Papa, quand je vous dis nous avons une part des responsabilités dans ça, j'ai commencé par Mobutu, qui était complice, passif et actif, comme actuel. Dites-moi, comment vous êtes permis d'aller négocier avec les M23 à Kampala? Et même, ce qui est grave, vous avez même payé les frais de séjour de ces gens-là. Vous trouvez ça normal, vous jouez le rôle de... Vous jouez le jeu du Rwanda. Il dit voilà, c'est une affaire entre Congolais, tout le monde sait que c'est des Rwandais.
Tout le monde sait que l'invité, il a fait des Rwandais. Non, vous allez négocier à Kampala chez un agresseur, un génocidaire, et vous payez les frais d'émission de ces Rwandais là-bas. Mais c'est grave ça. Voilà la complicité qui est là. Deuxième élément, mais vous les amnistiez. Mais il y a ceux qui sont là, qui sont toujours depuis... Moi je connais René Abandi, Avdel, il était là. RCD, il était là. M23, il est... non, SNDP. Mais il est partout. Et vous voulez l'amnistier, cet homme-là. Mais ça, c'est un criminel. Et Roger Lumbala, non, pas d'amnistie. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà 2 poids 2 mesures. Qu'est-ce que Roger Lumbala a fait? Mais vous amnistiez René Abandi, il a commencé avec l'AFTEL, RCD, SNDP. Alors, c'est quoi? Roger Lumbala, juste, il était là comme cadre politique. Ah, vous ne l'amnistiez pas. Et vous trouvez ça normal? Alors, troisième élément, la MONUSCO là pour la paix. Mais quand la MONUSCO vous dit que parmi vos officiers, il y a ceux qui sont reconnus coupables des viols, des crimes, des pillages à l'Est. Nous ne voulons pas le savoir. Non, la souveraineté. Monsieur, ils disent, nous n'allons pas venir travailler avec des criminels. Alors, c'est autant demander un jour au Congo de travailler avec Taganda, qui était là, un Rwandais. Et vous avez souvenu que c'est un Congolais. Un Rwandais. Alors, vous avez ici le gouvernement a un comportement bizarre. Des des Rwandais, et ils peuvent être des Rwandais. Taganda est à la haie. Vous avez dit un officier congolais qui ne parle pas lingala. Il parle Kinyarwanda. Donc, un officier général de brigade, lui, il va être jugé à la haie en Kinyarwanda. Vous êtes normal? Il est congolais en quoi? Comment il est parvenu à arriver à être général là? C'est pour dire qu'il y a trop de choses très sales. Attention, monsieur, les gens prennent ça à la légère. Ce sont des dossiers qui sont confectionnés par-ci, par-là, et maintenant, on va vous les présenter. Je vous avais dit, tant qu'on n'aura pas déféré devant la CPI des responsables militaires, politiques du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi, nous n'aurons jamais la paix. Nous n'aurons jamais la paix. Oui, John Pascal Ouandjo, par rapport à ce décret de Matata Ponyo, ça sera vraiment une façon pour nous d'avoir un peu de fonds pour s'occuper un peu de ce découpage territorial. Ça me fait rire. Ça me fait rire, mais moi je complète d'abord un aspect. Parce qu'on n'a plus le temps, il nous reste 5 minutes de donner votre avis. En tout cas, je n'ai pas assez d'arguments, je crois que je vais me résumer. Et ce qui se passe à l'Est, s'il y a un mouvement rebelle, et ce mouvement, d'après les informations, la raison principale, c'est que le Rwanda pense que la traque contre les FDLR, c'est de poudre jetée aux yeux. Donc ce n'est pas sérieux. Parce que la MONUSCO, vous n'aviez pas voulu que la MONUSCO vous accompagne. Alors, Matata, ça me fait rire parce que il a aujourd'hui Matata 2, hein, il a été Matata 1. Et Matata 1, on a vu comment les gens se sont comportés. Et je crois Forum des As dit que l'homme de rigueur, moi je ne sais pas si Matata, à mon niveau, je peux le considérer comme un homme de rigueur. En tout cas, je ne pense pas du tout, parce que quand j'analyse, en tout cas, le comportement d'un ministre, et surtout je prends ici Matata 1, comment ils sont entrés, comment ils sont sortis, et venir me dire que Matata c'est un homme de rigueur, moi je m'oppose. Je m'oppose simplement parce que nous sommes finalement dans une société des antivaleurs. Lorsqu'on voit quelqu'un essayer de poser des petits actes et on pense qu'il est exceptionnel. Mais si nous étions, en tout cas, dans une société ou dans un système comme nous avions évolué, dans un système de prêtres par exemple, mais vous vous rendrez compte que l'agir d'un homme rigoureux ne serait pas comparatif à celui de Matata. Parce qu'il laisse de liberté pratiquement à tous ces ministres. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il doit se réveiller. Mais c'est trop curieux. Et pourtant, le chef de l'État, depuis très longtemps, il a dit il avait épinglé ça. Les portes des prisons sont ouvertes et curieusement sont restées fermées jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est maintenant qu'ils sont. Et parmi les raisons, c'est épargner des moyens pour le découpage. Moi, je parle de l'installation des nouvelles provinces. C'est trop grave. Ça veut dire que entre le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre, il y a un certain dysfonctionnement. Ça veut dire qu'il n'y a pas une bonne coopération. On fait des choses dans la précipitation et maintenant l'application pose problème. Alors, comment aujourd'hui pouvoir trouver l'argent à partir de ce qu'on peut, en tout cas, tricher de tel ministère pour finalement installer les nouvelles provinces? C'est un problème sérieux. C'est de l'improvisation. On n'a pas planifié tout ça depuis tous ces temps. Et donc, on peut à ce moment-là donner raison à l'hypothèse ou aux gens qui pensent que l'installation de nouvelles provinces aujourd'hui n'est qu'un prétexte. La raison est ailleurs. La raison, c'est chercher comment glisser
par la complication des choses aujourd'hui à travers l'installation. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Le temps qui nous a été imparti est terminé. Merci à mes illustres, en tout cas invités, à mes confrères. J'aime toujours débattre avec les confrères parce que là, en tout cas, ma tête fonctionne à 100 à l'heure. Merci à Pascal Ounje de Canal King Télévision. Merci à notre Bibliothèque nationale. J'espère qu'un jour, en tout cas, Fidèle Moussa nous écrira sa biographie. 30 ans, c'est beaucoup. En tout cas, il faut le le faire parce qu'on a vraiment l'habitude de perdre des monuments comme ça. Vous avez l'histoire entre vos mains, vous n'écrivez jamais. Bientôt, bientôt. Et voilà, moi je regrette souvent que mon père ne l'ait jamais fait, n'a jamais écrit ses mémoires. En tout cas, on doit cultiver cette culture, hein, permettez en tout cas l'euphémisme, cultiver cette culture d'écrire nos livres. Vous qui avez l'histoire entre vos mains, écrivez pour la postérité, ce sera vraiment une bonne chose. Et à John Lungila, qui en tout cas qui assume ses propos, voilà, ça c'est un homme de rigueur par rapport à ses propos. Hein. Voilà, nous terminons, mesdames et messieurs, l'émission continue sur ma page Facebook Web Presse et nous nous retrouvons avec le même plaisir, en tout cas la semaine prochaine. Inch'Allah.